Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite de nos émissions consacrées à la cause animale. Nous avons pu voir la semaine dernière comment étaient traités les animaux dans le cadre de la production industrielle et quelles en étaient les conséquences pour la planète, l'homme et les animaux eux-mêmes. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur les solutions proposées par le bouddhisme pour tenter d'engendrer l'arrêt de cette souffrance animale. En quoi la motivation et la compassion peuvent-elles jouer un rôle déterminant? Quelles initiatives ont d'ores et déjà été mises en place? Nous rejoignons pour en parler notre invité, Yvan Bec. Yvan Bec, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme depuis 20 ans, que vous êtes un disciple du maître tibétain Sogyal Rinpoché. Vous êtes vous-même vétérinaire, président de l'association Planète Vie, et vous venez de tourner un documentaire consacré justement à la production de viande dans les milieux industriels, intitulé Love Me Tender, et donc c'est en collaboration avec Manu Kuman, si je me souviens bien. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous pouvons le voir dans ce documentaire, d'ailleurs nous en reverrons un extrait tout à l'heure, que la souffrance animale était absolument très très importante, finalement beaucoup plus importante que dans les élevages traditionnels, alors que finalement cela ne correspond absolument pas à l'éthique bouddhiste. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient le bouddhisme comme une réflexion sur la souffrance. C'est vraiment partie intégrante du chemin bouddhiste, mais on ne réalise pas souvent que cette souffrance est plutôt un outil de réflexion et de développement pour essayer de faire changer les choses. Et il est clair que quand on regarde ce qui se passe en élevage industriel, si on n'a pas cette ouverture de cœur, eh bien, il suffit d'aller se promener un petit peu et de voir ce qui se passe. On est interpellé d'abord, on est abasourdi après, et puis on se dit comment est-ce possible, comment a-t-on pu en arriver là? Moi, je me fais souvent comme réflexion par rapport à cette souffrance que si on fait un bond de 10 ans plus tard et que l'homme regarde ce qu'il a fait avec les élevages industriels, eh bien, il se demandera comment il a pu, quoi. Bien sûr, car il ne faut pas oublier que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils ont la nature de Bouddha. C'est-à-dire que ça se passe effectivement à différents niveaux, d'une façon tout à fait pragmatique d'abord, en tant que scientifique, en tant que vétérinaire ou en tant que maître d'un animal. On se rend bien compte que même s'il y a différentes modalités, dans le monde animal, on a de la conscience, on a l'intelligence, on a tout le panel des émotions, les mêmes émotions que celles qu'on a chez les gens, la colère, le désir, la jalousie, les conflits d'intérêts, tout ça sont bien présents. Il y a évidemment quelque chose de plus pour nous en tant que pratiquants bouddhistes, c'est la perspective selon laquelle tous les êtres sensibles partagent une même nature fondamentale qu'on appelle cette nature de Bouddha, qui est vraiment un sujet de réflexion très important et qu'on pourrait rapprocher quelque part pour les catholiques ou les religions du livre, non pas à Dieu mais à la nature de Dieu. Et alors, est-ce que le Bouddha lui-même ou est-ce que de grands maîtres se sont exprimés sur justement ces êtres sensibles que sont les animaux ? C'est-à-dire qu'ils ont toujours pris les animaux comme un exemple en disant « regardez un petit peu ce que l'on en fait ». Et n'oubliez pas dans la perspective du temps que chacun de ces êtres a pu être ou a été certainement votre père ou votre mère. Et n'oubliez pas aussi que tous, quelque part, aspirent aux mêmes valeurs fondamentales que vous, c'est-à-dire échapper à la souffrance et construire leur propre bonheur. Je vous propose de voir, avant d'aller plus loin, quelles sont les solutions qui sont ébauchées pour remédier à cette souffrance des animaux dans la production industrielle de viande. Les chiffres sont là. Rappelons qu'en 2050, nous serons 9 milliards d'individus sur la Terre et que pour nous nourrir en viande, il faudra compter 36 milliards d'animaux d'élevage. Urgent donc de réinterroger nos modes de consommation. La production industrielle de viande engendre un nombre croissant de difficultés auxquelles nous devons faire face et pour lesquelles des solutions commencent à être proposées. Des solutions qui passent en premier lieu par les professionnels, avec la mise en place d'un mode d'élevage plus respectueux de l'animal et de l'homme. Il faut que les agriculteurs prennent conscience qu'ils ont un devoir. Ils ne sont plus là pour faire du volume comme ces 40 dernières années, mais il faut que l'agriculteur se mette dans la tête que derrière tout le process, il y a un consommateur, il y a un couple avec ses enfants et que ce qu'il donne à manger à ses animaux, demain, la conséquence, c'est ce qu'il y aura dans l'assiette d'un consommateur et sa santé.
Un point de vue largement partagé par les consommateurs eux-mêmes, de plus en plus conscients de leur choix. C'est pas la même viande parce qu'on connaît ceux qui la produisent, on est allé chez eux, on voit comment c'est fait. Donc il y a aussi une confiance dans le produit qu'on consomme qu'on n'a pas quand on va au supermarché. Autre point fort, les campagnes de prévention pour modifier nos habitudes alimentaires qui commencent à émerger pour sensibiliser les acheteurs, et ce, dès leur plus jeune âge. Et enfin, un acte citoyen qui fait des émules. Après Gand et le Veggie Day, les Britanniques et leur Meat Free Monday, lancé par Paul McCartney, c'est au tour des Bruxellois de mettre en place le jour sans viande, une fois par semaine. Un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur aux quatre coins du monde. Cette initiative fait partie de celles, de plus en plus soutenues par les institutions, dont le rôle politique est déterminant. Une responsabilité collective et individuelle à développer donc, afin de viser tout simplement à consommer différemment. Alors Yvan Bec, en quoi ce mode de production de viande en milieu industriel est-il complètement illusoire et finalement ne s'apparente à aucune forme de sagesse? Mais de nouveau, c'est un aspect qui est très étonnant et très amusant pour un bouddhiste, puisqu'on vit dans un monde d'illusions quelque part. Mais c'est vrai que la production industrielle de viande repose sur plusieurs mythes. D'abord, il y a l'illusion économique, parce qu'on s'imagine quelque part qu'on a une viande qui est vraiment bon marché, mais on oublie à côté de ça tout ce que l'on paie pour avoir cette viande. Donc c'est ce qu'on appelle l'internalisation des coûts qui n'est pas du tout comptabilisé et que l'acheteur ne voit pas. C'est-à-dire les conséquences des catastrophes écologiques ou des conséquences des catastrophes sanitaires que l'on a. Ça, c'est déjà un aspect énorme. Qui va payer pour la grippe aviaire? Qui va payer pour l'ESB? Qui va payer? On ne le voit pas dans le prix de la viande. Quand il y a eu les épidémies d'algues vertes en Bretagne, ça a été la même chose. Qui a payé? Mais ça ne se reflète pas, ce n'est pas internalisé dans les coûts. De même, les subsides qui sont donnés au niveau de la Commission européenne pour la production, en général, vont vers les structures industrielles et pas vers les producteurs respectueux. Donc le coût de la viande est vraiment une illusion. Pour la santé, la viande devrait être bonne pour la santé, c'est une illusion aussi. On voit maintenant qu'en ayant changé tout à fait le mode de production, en étant passé au maïs soja, on n'a plus cette qualité qu'on avait dans l'assiette au départ et qui construisait une qualité vraiment pour nos corps, pour nos organismes. Donc, illusion de santé. Et puis maintenant, illusion aussi au point de vue de la production à long terme. Parce qu'il est clair que le système qu'on a mis en place n'est absolument pas soutenable et que tôt ou tard, on va commencer à en payer les conséquences. Et on le voit déjà maintenant, le rythme des productions, l'appauvrissement des sols, tout ça est en train de faire vraiment boule de neige et sur le long terme, on ne parviendra pas à continuer à produire comme on le fait maintenant. Non, tout cela ajouté bien évidemment à la souffrance générée pour les animaux. Alors, il n'est pas une illusion, celle-là. Voilà. En tant que bouddhiste, concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Quel peut être le rôle de la compassion, déjà pour commencer? Mais je crois que notre véhicule en tant que bouddhiste est un véhicule incroyable parce qu'il s'est vraiment développé sur ce terme de compassion, qui comporte beaucoup plus de connotations que ce que l'on entend en général dans le monde occidental. Donc, on parle tout d'abord d'une première étape qui est le ninje en tibétain, qui est vraiment cette notion de bon cœur. Et puis, à partir de cette notion de bon cœur, la compassion peut devenir la grande compassion et aboutit finalement à la bodhicitta. La bodhicitta qui est vraiment, en tant que bouddhiste, le cœur et l'esprit de l'éveil. Et tout ce travail se fait à partir de textes, à partir de pratiques, et est basé non seulement sur une certaine forme de sagesse qui s'approfondit de plus en plus, mais qui, en travaillant avec l'ouverture de cœur, commence vraiment à créer un cercle vertueux, à tel point qu'à un certain moment, la réflexion n'est plus nécessaire. L'ouverture de cœur est alimentée par cette sagesse et les choses disparaissent naturellement. Moi, je sais, par exemple, que le fait maintenant simplement de prendre une vie, si je vois de la viande dans mon assiette, me coupe toute envie, alors qu'avant, j'étais un grand consommateur de viande, j'aimais bien la viande. Le fait simplement de prendre la vie, avec tout ce que cela comporte pour l'animal, m'a enlevé toute envie de manger de la viande. Quoi. Parce que la motivation joue aussi un rôle essentiel. Vous pouvez nous en dire deux mots? Mais la motivation, de nouveau, c'est vraiment ce qui sous-tend, c'est ce qui donne vraiment toute la puissance au chemin spirituel d'une façon générale. Donc en tibétain, à nouveau, il y a un terme qui s'appelle kun long, c'est-à-dire kun veut dire tout, et long, c'est ce qui fait s'élever les choses. Donc si cette motivation est vraiment inspirée par cette bodhicitta, qui est vraiment à la fois la porte d'entrée et l'achèvement du chemin spirituel pour les bouddhistes. Donc si cette motivation est inspirée par cette bodhicitta, ça lui donne une puissance incroyable. À ce moment-là, nous changeons,
les circonstances autour de nous changent et vraiment le monde peut changer. Oui, parce que toujours donc, au niveau du bouddhisme, la loi de l'interdépendance et la loi de la causalité prend une dimension toute particulière, essentielle. Il n'y a pas uniquement le bouddhisme. On voit maintenant que la science nous a tout à fait rejoint cela, c'est-à-dire que avec les théories du battement de l'aile du papillon, et qu'on se rend bien compte que chaque cause a un effet, et quelle que soit la cause, l'effet parfois peut être démesuré. Donc il faut vraiment tenir compte, depuis la pensée jusqu'à l'acte, à ce qui sous-tend nos paroles et nos actions. Alors, on l'a vu brièvement dans le reportage, revenons maintenant un peu plus concrètement sur les initiatives qui ont déjà été prises, notamment le Veggie Day, donc le jour sans viande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, le Veggie Day, on peut faire un cocorico belge. C'est parti d'une ville gantoise. C'est un Gantois qui a eu cette idée-là, et qui est une idée assez remarquable parce que finalement, elle ne demande pas un investissement énorme, puisqu'il suffit de se dire, un jour par semaine, je vais remplacer ma consommation de viande par, non pas un moins, mais un plus. C'est-à-dire découvrir qu'il y a plein d'autres façons de m'alimenter et découvrir en même temps qu'en entrant dans ce type de moteur-là, je participe à sauvegarder la planète et je participe à plus de bien-être pour les animaux. Donc ce Veggie Day est parti de Gand, il a migré un petit peu partout en Europe et maintenant on en trouve en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il est vraiment en train de faire tache d'huile. Alors, votre film va être projeté à la fois au Parlement européen et dans les écoles. Quel peut être justement le rôle des institutions et le rôle de l'éducation ? Parce que finalement, ce sont nos enfants maintenant qui vont prendre la relève et se battre contre cette production industrielle de viande. Mais je crois que les enfants, déjà, sont beaucoup plus sensibles et à un certain niveau beaucoup plus sains que nous. Donc, ils comprennent directement les choses. Et le but du film, au départ, quand j'en avais discuté avec le réalisateur, c'était vraiment de donner un outil qui soit simple, efficace et compréhensible pour les enfants. Donc vraiment, on va vraiment essayer de pouvoir travailler, de trouver les moyens pour faire entrer non seulement le film, mais peut-être après le film, développer des modules par thème, de façon à pouvoir travailler avec les écoles. Donc ça, c'est la première chose. Et au niveau des institutions ? Et alors, au niveau des institutions, je pense que dans un système capitaliste comme le nôtre, le système peut continuer à être un moteur pour la société d'une façon générale à partir du moment où il y a un mouvement politique fort qui parvient à rétablir les écarts de l'économie. Or, il est clair qu'actuellement, en matière de production animale et en matière d'agro-industrie, il y a vraiment de très très grands écarts et qu'il faut vraiment que le monde politique maintenant commence à voir l'intérêt du plus grand nombre et à long terme et pas des intérêts à court terme pour quelques grosses sociétés en agroalimentaire. Merci beaucoup, Yvan Bec, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour aller plus loin, voici quelques livres. Sans les animaux, le monde ne serait pas humain, de Karine Lou-Matignon, chez Albin Michel, préfacé par Boris Cyrulnik. À travers leur propre expérience, des chercheurs, artistes et aventuriers tentent de redéfinir la place de l'homme et de l'animal. Le monde animalier de Ohara Kozon, publié aux éditions L'Anglaude, ce magnifique ouvrage de cet artiste spécialisé dans l'art de l'estampe japonaise, regroupe plusieurs planches représentant des animaux. Foi d'animal, de la puce à l'éléphant, de Catherine Vincent, illustrée par Michel Lablais et publiée aux éditions du Seuil. L'auteur spécialiste du règne animal nous rend compte de leur vie et de leurs mœurs à travers notamment la parole de grands naturalistes comme Buffon. Et enfin la revue Canopée, publiée par Actes Sud, consacrée à la dynamique du vivant, un numéro dédié à la célébration de la vie sous toutes ses formes. Vous y retrouverez entre autres les témoignages et les portraits d'hommes et de femmes comme Pierre Rabhi et Mathieu Ricard. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et Chemin de la foi. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.